Bienvenue dans Nouveau Regard, le podcast, votre nouveau rendez-vous qui explore les voix singulières et les visions du cinéma caribéen. Je suis Priscilla Delaney, cofondatrice, directrice générale et artistique du festival de cinéma Nouveau Regard, et je vous propose de découvrir les coulisses des œuvres, les parcours, les inspirations, les secrets de ceux qui font notre cinéma, qu'ils soient devant ou derrière la caméra. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle discussion cinématographique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une Guadeloupéenne, autrice, dialoguiste, traductrice audiovisuelle et fondatrice de la société Yellow Submachine. Avec une riche expérience dans la traduction et l'adaptation de documentaires, de séries pour le cinéma et la télévision, elle met aujourd'hui son expertise au service du marché caribéen. Sa mission ? Briser les barrières linguistiques et renforcer la visibilité de nos histoires sur la scène internationale. Merci à Pauline Cabidoche d'être avec nous aujourd'hui. Pauline, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Nouveau Regard. Alors, on va commencer par parler de ton métier. Est-ce que tu peux nous décrire ce métier ? D'abord, merci pour cette invitation à mettre un peu de lumière sur un métier que personne ne connaît. On doit être à peu près 300 personnes à le pratiquer en France et très peu sur la région. Et mon métier porte le nom de trad-adaptateur. C'est le nom qu'on se donne entre nous. Parce qu'il s'agit d'adapter pour le doublage ou le sous-titrage des films d'une langue A à une langue B, d'une langue source à une langue cible, comme on dit chez nous. C'est très technique. Absolument. Tout est très technique puisque c'est vraiment de la traduction audiovisuelle. Et le mot audiovisuel prend la plus grande partie du travail de traduction et d'adaptation dans ma profession. Un travail qui est capital justement pour la visibilité des œuvres, pour les faire voyager et pour qu'on les connaisse nous-mêmes et que, évidemment, le maximum de personnes les voient et les comprennent. Donc, merci déjà de pratiquer ce beau métier. Et j'ai envie de savoir aussi combien de langues tu parles, Pauline, puisque tu es une femme résolument caribéenne et internationale. Donc, combien de langues tu parles ? C'est très important de dire que c'est par caribéanité que j'ai toutes ces langues dans ma culture et dans ma vie. Je ne les ai pas encore comptées, mais on va dire qu'il y en a une dizaine. Que je parle très couramment, il y en a 5. D'accord. Et puis, il y a celles qui sont plutôt des patois jamaïcains, trinidadiens, des langues comme le papiamento ou des langues spécifiques à certains territoires colombiens ou cubains que j'apprends de plus en plus parce qu'elles entrent comme langue de cinéma. Et combien de créoles ? Combien de créoles différents ? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors pour le coup, il y en a un qui est pas caribéen, c'est le créole réunionnais que j'aime beaucoup. Mais oui, des créoles francophones, il y en a 5. Donc c'est quand même très impressionnant, de parler autant de langues, de les maîtriser. Alors on ne maîtrise jamais une langue, ça je tiens à le dire. D'accord. Jamais une langue n'est maîtrisée. Elle est vivante. Oui, et puis surtout, une langue c'est tellement complexe comme système. Dis-nous, comment tu as décidé de rentrer dans ce domaine du cinéma et de mettre ton expertise linguistique au service des histoires cinématographiques et plus particulièrement au service de la Caraïbe ? Alors, c'est une question très sentimentale pour moi parce que c'est une passion qui est née sur la place de la Victoire, derrière nous. Ah, très bien. À l'époque où il y avait un festival qui s'appelait Noir tout couleur. Et j'ai découvert... Emblématique. C'était incroyable. Ouais. J'ai une gratitude infinie pour les personnes qui ont mis en place ce festival. Ouais. Et j'ai découvert un film portugais, en fait un film en portugais, un film brésilien et un film indien sous-titré. J'avais 13 ans et je me suis dit waouh, on m'a ouvert la porte sur un univers, sur le monde entier, ça me paraissait abyssal. Et je me suis dit quelqu'un a fait ça en fait. Ouais. Et peut-être que ça pourrait être ce que je fais dans la vie. Donc j'ai poursuivi ce petit chemin tranquillement. Pauline, donc tu as supervisé la traduction et l'adaptation de beaucoup d'œuvres, plus d'une centaine, j'imagine, peut-être même au-delà. Oui. Comment tu fais pour adapter les dialogues originaux et les rendre accessibles à un public international, mais tout en conservant l'authenticité du propos de l'auteur et de l'histoire ? C'est vraiment le nœud de toute adaptation. On dit très souvent, comme Umberto Eco l'a précisé, que traduire, c'est trahir. On est obligé de trahir.
quelque part. Mais il faut récupérer le socle universel et puis surtout très 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 bien connaître la cible, le pays cible. Connaître l'humour français, c'est très important. Parce que ce qui compte, c'est de mettre un rire là où il y a un rire, de mettre une larme là où il doit y avoir une larme. Donc, évidemment, connaître le registre de langue et la langue actuelle du pays où ce sera projeté. D'accord. Il ne faut surtout pas que ce soit daté. Ok. Il faut que ce soit très précis. Au public précisément. Cible, comme on l'appelle. D'accord, ok. Tout à fait. On ne peut pas juste traduire et sous-titrer un film et en se disant il passera en Belgique ou ailleurs. Enfin, c'est vraiment très, très précis. C'est mieux de pouvoir vraiment bien cibler les spectateurs. Et d'ailleurs, même l'époque, parce que parfois, certains films qui sont très datés, dont le sous-titrage date des années 80, on les re-sous-titre pour adapter un peu au but du jour. Remasteriser. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, pour ceux qui se demandent, mais comment ça se passe en fait, le sous-titrage, on arrive dans une salle de cinéma, on découvre un film en VO qui est sous-titré, donc on rentre dans cet univers, mais avant tout ça, il y a tout un processus. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à partir du moment où tu reçois le fichier du film, la liste de dialogue et le moment où le public va rentrer en salle? Il se passe quoi? Il se passe plein de choses et c'est vraiment un long process. Dans l'idéal, je prends contact avec l'auteur du film ou avec quelqu'un de l'équipe artistique. Parce que c'est une discussion toujours enrichissante pour comprendre le ton, pour connaître la personnalité qu'il y a derrière et mieux affiner ses choix linguistiques finalement. Ensuite, je regarde le film 2 fois minimum. D'accord. Et c'est pour ça qu'autour de moi, on me dit « Mais qu'est-ce que tu fais » Je travaille. Je regarde les films, visionne, mais je travaille. Je les revisionne et je m'en imprègne. En fait, il y a vraiment comme un syndrome de Stockholm pendant tout le temps où je travaille sur un film. Je dois vivre dedans. D'accord. Donc voilà, je m'isole avec le film. Puis, je fais ce qu'on appelle le repérage. Ça, c'est la partie technique un peu complexe, où on détecte image par image l'endroit où commence le sous-titre et l'endroit où il se termine. Ce repérage correspond à 1 millier de normes techniques. Mon Dieu. Qui sont différentes en France, au Royaume-Uni, etc. Et ce repérage va déterminer ce qu'on appelle la lisibilité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre les phrases en entier telles qu'elles sont dans... C'est pas littéral. Voilà. On est obligé de retirer un peu de texte, d'où le mot adaptation principalement. On retire une partie du texte en gardant l'essence. C'est-à-dire que tout ce qui est adverbe, mots de liaison superflu passe à la trappe. C'est pour ça que parfois on regarde un film et on se dit « Mais j'ai entendu un mot, je le vois pas, je le lis pas, c'est perturbant. » Ça peut arriver, on essaye d'éviter. Mais c'est les contraintes de lisibilité. Donc voilà, une fois que j'ai la lisibilité, j'adapte. Et une fois que j'ai adapté, je simule. C'est-à-dire que je regarde le film avec mes sous-titres. Et j'essaye de prendre un peu de recul. Je vois ce qui marche pas, si les blagues fonctionnent. Parfois, je suis obligée de répéter des répliques à voix haute pour voir si ça passe fluidement. Tu rentres dans l'histoire, vraiment. C'est ça. Ah oui, je le vis. Voilà. Et une fois que ce travail est terminé, je l'envoie en relecture par un œil extérieur. Parce que le sous-titrage, c'est le genre de métier où on a une marge de 0,0001% d'erreur autorisée. Dès qu'il y a une coquille, ça se voit. Donc voilà, c'est le process. Et l'incrustation? Et l'incrustation se fait par ailleurs, soit directement sur un player, soit sur le fichier. En fonction de la projection, parce que si c'est un DCP, c'est différent. Le format a aussi un rôle à jouer. Il faut vraiment s'y connaître en normes d'image et voire de son. Donc, au-delà de tout ce qui est langue, donc linguistique, il y a aussi cette partie technique de ton métier qui est peut-être méconnue. Mais en tout cas, merci de mettre l'éclairage dessus parce que ça nous permettra de voir des films très différemment aussi. Je voulais aussi préciser que si on veut s'engager dans cette voie, il faut être un peu geek. Absolument. C'est important de le préciser. Oui, voilà, pour ceux que ça intéresse. Il y a un ingrédient important. D'ailleurs, quand on confie son film, c'est très important que la personne qui va le traduire
ait une expérience de vie, au moins à minima, dans le pays où ça va être projeté ou dans la langue où ça va être projeté. Alors, avec ta société Yellow Submachine, donc tu te concentres sur le fait d'unifier la Caraïbe à travers donc, les langues et la disponibilité des films pour chacun. Donc, est-ce que tu connais aussi des obstacles quand tu travailles avec la Caraïbe? Quels sont les freins qui empêchent en tout cas aux films d'arriver jusqu'à nous, à un plus grand nombre de films d'arriver jusqu'à nous? Qu'est-ce qui bloque? La Caraïbe, c'est un vrai challenge linguistique, mais un challenge légal aussi. D'accord. Parce qu'on a vraiment des lois. En France, on est une exception culturelle, on le sait. Les adaptateurs en France sont considérés comme des auteurs. Dans la plupart des pays de la Caraïbe, ça ressemble à un non-sens absolu. De parler de travail d'auteur pour du doublage ou du sous-titrage. Donc, ça fait partie des discussions, des choses où il faut évidemment équilibrer à chaque fois. Et pareil sur les œuvres, si un pays voit le droit d'auteur d'une façon différente, c'est très difficile de les distribuer quand on a une mosaïque aussi légale, linguistique. Heureusement que culturellement, c'est une vraie unité, la Caraïbe, parce que le reste est très, très challengeant. D'accord, donc c'est un challenge sur plusieurs plans, en fait. Plein de niveaux. La distribution est particulièrement compliquée et je félicite tous les acteurs de distribution qui se battent pour unifier ce marché. Pour permettre aux œuvres d'arriver sur les écrans, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a aussi un obstacle, on va dire, financier? Parce que est-ce que les prods de la Caraïbe ont forcément les moyens d'avoir un sous-titrage? C'est très juste. On a des currencies. Oui. On a des monnaies différentes d'un territoire à l'autre. Donc, facturer en euros, ça peut ressembler à de la une hérésie. Oui, c'est ça. Mais évidemment, il faut absolument toujours faire du sur-mesure pour chaque pays, pour chaque situation. Et comme c'est un combat important, il y a beaucoup de concessions faites pour que ça se fasse de façon caribéenne, intra-caribéenne, intercaribéenne. Et la question des déplacements aussi est très compliquée. Oui. Parce que maintenant, on a de plus en plus de liaisons aériennes, mais c'est pareil pour déplacer une équipe, ne serait-ce que pour un doublage, ou etc. Ça représente toujours des frais conséquents. D'accord. Donc, on a encore pas mal de marge de manœuvre, en tout cas, pour rester unis et pour pouvoir travailler ensemble dans ce domaine-là. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Est-ce qu'il y a un film qui t'a particulièrement marqué, que tu as adapté, traduit, sous-titré et qui ne te quitte plus? J'imagine qu'il y en a plein. J'imagine qu'il y en a plein. Il y a toujours il y a beaucoup d'affect dans les films, mais il y en a un que je ne m'explique pas, où une réplique m'a paru être la meilleure réplique jamais lue, vue, entendue. J'ai eu des frissons, j'en ai pleuré, c'était incroyable. Ah, on veut savoir. C'était un court-métrage que peu de personnes, je pense, ont vu. Et je crois que je ne me rappelle même pas le nom de ce court-métrage. Il venait d'où? De la Jamaïque. D'accord. Il a été diffusé au festival Nouveau Regard il y a 3 ans. D'accord. Et dedans, il y a une femme qui fait une narration magnifique et qu'elle ponctue de « When we dream in patois ». Oh. Et moi aussi, j'ai les frissons. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et c'est ça qu'il faut retransmettre. Et c'est très emblématique. Exactement. J'ai eu les frissons, j'ai compris tout de suite. Ça. Voilà. Est-ce que tes clients principaux, c'est les festivals, c'est les productions? Qui te contactent en général? Surtout dans la Caraïbe. Surtout dans la Caraïbe, parce qu'au niveau national, c'est un peu différent. Dans la Caraïbe, une chose que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir participer en post-production, en traduisant des scénarios, en pré-production, pardon, en m'occupant des scénarios, quand il doit y avoir des coproductions internationales. Donc, la prod peut me contacter pour m'occuper du script à envoyer, par exemple, à Sainte-Lucie ou à un autre territoire, qui me permet d'accompagner le film dès le début. Sinon,
c'est souvent le réalisateur qui fait appel à moi ou la réalisatrice parce que j'essaye de les rencontrer un maximum et souvent il y a des sensibilités communes, il y a des vraies rencontres d'écriture qui se font et en général j'ai souvent un coup de fil de réalisateur-trice en me disant bon, mon film est prêt, le montage est fini, le mixage, est-ce que tu veux bien voir combien de temps il te faudrait surtout pour le terminer. Okay. Mais c'est nécessaire en tout cas. Donc l'importance de traduire, en tout cas de sous-titrer ces films, c'est vraiment un point capital pour le faire voyager. Doubler ou sous-titrer, mais évidemment, dans l'économie qu'on a, le sous-titrage est bien plus abordable. Oui, c'est sûr. Et oui, c'est quasi indispensable à tout envoi en festival, même sur des événements ponctuels, des curations particulières qu'organisent des institutions. Surtout le créole. Au début, pendant un long moment, on a cru qu'un film en créole était transparent pour le public francophone. Alors pas du tout. On a vu des films à Cannes, Freda notamment, mais aussi au César avec les films de Julien Siloré et autres. Donc ça y est, on comprend la place à part entière de cette langue et l'importance de la sous-titrer, même si c'est quelques répliques dans un film. Merci Pauline pour toutes ces précisions. Alors avant de finir notre petite discussion cinématographique autour de ton métier, je voudrais te proposer un petit jeu. Si tu es d'accord. On aime jouer. Alors, je vais te faire écouter une réplique d'un film célèbre et je vais te demander de me la traduire d'une manière créative, c'est-à-dire qui rentre dans la culture du pays que je vais mentionner. Est-ce que tu peux traduire en créole guadeloupéen? Absolument, on va essayer. Ou haïtien. Allez, attendez. Maman disait toujours... La vie, c'est comme une boîte de chocolat. You never know what you're gonna get. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, déjà, on a reconnu l'extrait. On a reconnu Forrest Gump et Tom Hanks dans sa plus belle maxime de Noël. Voilà, c'est ça, très connu. Absolument. Et pour l'adapter en créole, il faut qu'on regarde ce qu'on mange, par exemple, dans des paquets. Alors, je pense que je vais parler de pistache. Ah oui. Pour le cinéma, on est parfait. C'est ça. Donc, maman toujours dis-moi, la vie, à part on qui ça pistache. À part on sac pistache, ou pas gens savent qu'au Kenya. Ok. Voilà. D'accord. Donc, on adapte vraiment à la culture. C'est ça qui est important. Ça y est, j'ai compris. Merci. Très bien. Pour cette occasion. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir mis un éclairage sur ce métier qu'on voit mais qu'on ne connaît pas toujours. Merci beaucoup pour cette invitation et puis à bientôt pour d'autres rendez-vous, nouveaux regards. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir regardé et écouté ce podcast. J'espère que cet échange vous a permis de poser un nouveau regard sur l'industrie du cinéma caribéen. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Un grand merci au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre et tout particulièrement à la Casa Condé, qui est notre décor aujourd'hui. Cette association culturelle est un lieu d'échange et de réflexion autour de l'universalité philosophique de l'œuvre de Maryse Condé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle immersion dans le cinéma de notre région.